Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'équation de Bernoulli toujours, mais on va la généraliser. Parce que pour l'instant, on s'est intéressé uniquement à l'équation de Bernoulli lorsqu'on avait des fluides parfaits incompressibles et qu'on ne mettait pas, qu'on n'apportait pas ou qu'on ne soutirait pas d'énergie supplémentaire au fluide. Donc ça ne représente pas forcément la vraie vie. Donc pour représenter la vraie vie, où on peut avoir des apports d'énergie, où on peut retirer de l'énergie au fluide, eh ben, on va modifier un petit peu cette équation de Bernoulli. Alors d'où peuvent venir les pertes d'énergie du fluide? Donc jusqu'à présent, on s'était intéressé aux fluides parfaits pour lesquels la viscosité est considérée comme nulle. Mais en fait, tous les fluides, quels qu'ils soient, ont une viscosité, même si elle est très faible. Donc, on va s'intéresser maintenant aux écoulements de fluides visqueux dont la masse volumique reste toujours constante. On est toujours dans les fluides incompressibles. Pour les fluides compressibles, c'est un petit peu plus compliqué. On utilise encore l'équation de Bernoulli, mais on va la modifier en utilisant des lois de thermodynamique. Et ça, c'est pour le semestre 4. Donc, on s'intéresse aux liquides visqueux, donc comme l'eau, l'huile, etc. Même si l'eau, c'est pas très très visqueux, il y a quand même une petite viscosité que si je prends des écoulements sur des très longues longueurs, je vais pas pouvoir négliger. Et puis les gaz ont une viscosité qui est faible aussi, mais qui ont quand même une viscosité. Donc c'est pareil, si je prends des grands réseaux, je vais pas pouvoir négliger ces effets-là, il va falloir que j'en tienne compte quand même. Alors par contre, les gaz sont dans la généralité des fluides compressibles. Donc nous, on va s'intéresser uniquement aux gaz qui ont une vitesse d'écoulement qui reste faible. Donc ça se compare avec la célérité du son, cette vitesse d'écoulement, et c'est ce qu'on appelle le nombre de Mach. Et ici, on va rester à un nombre de Mach petit, inférieur à 0,3, donc des écoulements subsoniques. Alors un petit rappel sur la viscosité. Il y a deux types de viscosité. La viscosité dynamique, qu'on note mu, avec cette lettre grecque ici, qui ressemble à un U avec une grande patte à gauche, et qui s'exprime en 3 unités du système international qui sont équivalentes. Le poids-œil, qui se note PL, le kilogramme par mètre par seconde, ou le pascal seconde. Je vous rappelle que ces 3 unités, elles sont équivalentes. Et puis on a la viscosité cinématique qui correspond plus à l'étalement en fait du fluide, comment peut s'étaler le fluide sur une surface horizontale, et on la note nue, c'est un espèce de V un petit peu en italique, et qui s'exprime en mètres carrés par seconde, et la relation qu'on a entre viscosité dynamique et viscosité cinématique, c'est nu égale mu sur ρ. Donc viscosité cinématique égale viscosité dynamique divisé par la masse volumique. Alors pour regarder un petit peu les effets de viscosité, qu'est-ce qui se passe au niveau du fluide? On a cette expérience qu'on peut faire qui est une expérience de vérification en fait de la relation de Bernoulli. Donc on considère en fait, ici on a un grand réservoir qui est alimenté en continu. Ici on peut imaginer qu'on a un fluide. Alors, je vais changer peut-être de couleur. Non, c'est pas ici, couleur de l'encre, bleu. Je vais mettre du bleu. Donc on a ici en permanence une alimentation d'eau et donc une hauteur qui va rester constante ici et puis qui vient alimenter une canalisation horizontale. Ça, elle est horizontale. Canalisation horizontale qui a en plus un diamètre constant. D'accord ? Et ici, j'ai plusieurs points. Le point 1, 2, 3 et 4. Donc, si j'écris la relation de Bernoulli entre ces différents points, je vais avoir, donc tel qu'on l'a vu précédemment pour les fluides parfaits, on va avoir P1 plus 1 demi de ρ V1 carré plus ρ GZ1 égale P2 plus 1 demi de ρ V2 carré plus ρ GZ2 égale P3 plus 1 demi de ρ V3 carré plus ρ GZ3 et égale P4 plus 1 demi de ρ V4 carré plus ρ GZ4. Alors, j'ai une canalisation horizontale. Donc, comme ma canalisation elle est horizontale, ça veut dire que j'ai Z1 qui vaut Z2, qui vaut Z3 et qui vaut Z4. Et donc, ces termes-là, ici, les termes d'énergie potentielle de
pesanteur, et ben, sont tous égaux. Donc, dans ces égalités ici, ben, ils vont s'annuler entre eux. Donc, ceux-là, je peux les supprimer. Et puis, on a vu qu'on avait une alimentation avec un débit constant. Hein, je vais avoir le même débit partout. Donc, j'ai QV1, comme j'ai un fluide incompressible toujours, égale QV2, égale QV3, égale QV4. Le débit volumique s'écrit la section fois la vitesse moyenne. Donc, ça veut dire que j'ai QV1 qui s'écrit S1V1, QV2 qui vaut S2V2, QV3 qui vaut S3V3 et QV4 qui vaut S4V4. Oui, mais mes sections sont toutes les mêmes puisque j'ai un diamètre qui est constant. Donc j'ai S1 qui vaut S2, qui vaut S3, qui vaut S4. Donc finalement, ici, je vais aussi avoir V1 qui est égal à V2, qui est égal à V3, qui est égal à V4. Donc dans mon expression de Bernoulli ici, tous ces termes d'énergie cinétique volumique s'annulent aussi. Donc il me reste finalement P1 égale P2 égale P3 égale P4. Ça veut dire que dans la relation de Bernoulli, si elle était vérifiée, je devrais avoir la même pression partout. Cette pression, on la mesure grâce aux tubes ici, hein, qui sont des prises de pression statiques. Ce sont des tubes manométriques. Ce sont des prises de pression statiques. Si la pression est la même en tout point, je devrais avoir la même hauteur partout dans mes tubes ici. H1, H2, H3 et H4 devraient avoir la même hauteur. Or, en fait, je vais effacer tout ce que je viens d'écrire. Or, en fait, quand on fait cette expérience-là, en fait, on se rend compte qu'on ne va pas avoir la même hauteur. Ici, dans le tube H1, j'ai une hauteur, et dans le tube 1, j'ai une hauteur H1 ici. Et puis là, j'ai une hauteur plus petite, H2, et ici, une hauteur encore plus petite, H3, et encore une hauteur plus petite ici, H4. Et si je continuais, ben, ça continuerait à diminuer. Donc en fait, on voit ici que notre pression, au fur et à mesure, diminue. On a P4 inférieur à P3, inférieur à P2, inférieur à P1. Et en fait, ça, c'est ce qu'on appelle une perte de charge. C'est une perte d'énergie du fluide au fur et à mesure que le fluide avance dans la canalisation. Et cette perte d'énergie, elle est liée en fait à la viscosité du fluide qui génère des frottements au niveau du fluide, entre le fluide et les parois en fait de la canalisation. Et plus mon fluide avance dans l'écoulement, plus il y a de frottement et donc plus il perd d'énergie. Donc en fait, on va avoir une diminution de pression au fur et à mesure de l'écoulement. Donc en fait, la théorie, si j'avais un fluide parfait, je devrais avoir dans cette expérience une hauteur constante dans les tubes manométriques. Or en fait, ce que je viens de vous expliquer, c'est qu'on observe une légère baisse à mesure que l'on s'éloigne du réservoir. Et c'est ce qu'on appelle la perte de charge. Donc qui est due aux forces de frottement et donc à la viscosité du fluide. Qui n'était pas prise en compte dans l'équation de Bernoulli. Donc en fait, on a une disparition de l'énergie cinétique par dissipation thermique. Quand j'ai des frottements, ça veut dire que j'ai de la chaleur, j'ai un échauffement de fluide. Alors il n'est pas forcément énorme, donc si je pose la main, je ne vais pas forcément ressentir cette élévation de température, mais j'ai quand même de la dissipation thermique. Et donc je vais avoir perte d'une partie de l'énergie cinétique et donc de la pression statique aussi à cause de la viscosité du fluide. Et donc la question c'est comment je vais faire du coup pour prendre en compte cette évolution, cette perte d'énergie du fluide dans mon équation de Bernoulli. Et bien tout simplement, on va rajouter un terme ici à droite de notre équation. Donc ici, on a repris l'équation de Bernoulli dans la dimension d'une longueur, donc en mètres de colonne de fluide, entre 1.1 et 1.2 de l'écoulement, avec toujours le point 1 en amont de l'écoulement. L'écoulement se fait du point 1 vers le point 2.
Ici, je retrouve les 3 termes qui constituent en fait la charge du fluide, donc son énergie interne au point 1. Ici, je retrouve la charge du fluide, donc son énergie interne au niveau du point 2. Donc ça, c'est H2, grand H1 et grand H2. On a forcément, vu que le fluide a perdu de l'énergie, on a grand H2 qui est inférieur à H1. Et donc, pour qu'on ait toujours une égalité ici, eh ben, on vient rajouter, on vient compenser en fait cette perte d'énergie par ce terme ici, delta H12. Et ce terme delta petit h12, c'est ce qu'on appelle les pertes de charge. Alors, comme elles sont liées ici au frottement du fluide, liées à la viscosité, on dit que ce sont des pertes de charge régulières. On peut trouver aussi le nom de linéique. On en reparlera plus tard. Donc, on rajoute ici ce terme qu'on appelle des pertes de charge régulières qui sont liées au frottement, donc liées à la viscosité du fluide, entre ces 2 points de l'écoulement. Donc, on écrit toujours l'équation de Bernoulli, même généralisée, dans le sens de l'écoulement, donc du point 1 vers le point 2. Les pertes de charge, on les rajoute toujours à droite de l'égalité. Et elles auront toujours une valeur positive. C'est une perte d'énergie, mais on la compte positivement et elles sont du coup indiquées à droite du signe égal. Tout ce qui est perte d'énergie pour le fluide, c'est à droite de l'égalité. Et cette perte de charge, delta H12, en fait, c'est une variation d'énergie interne du fluide qui va être exprimée en mètres de colonne du fluide à cause des frottements liés à la viscosité. Alors, on peut prendre en compte, du coup, cette perte d'énergie du fluide qui est liée à la viscosité. Alors, on va voir qu'il y a d'autres façons de perdre de l'énergie dans ces pertes de charge. En fait, dans ce delta H12, il n'y a pas que la viscosité qui va intervenir. Si, par exemple, je mets un rétrécissement, si je mets un coude, si je mets une vanne sur mon installation, eh ben, ça va aussi faire perdre de l'énergie au fluide. Donc, ce sera aussi compris dans ce terme-là, mais on apprendra tout ça un petit peu plus tard. Donc ça, ce sont les pertes de charge delta H12. Mais du coup, pour compenser en fait ces pertes de charge, ou si je veux accélérer le fluide, avoir une vitesse plus importante, ou si je veux augmenter sa pression, en fait, selon ce que je cherche à faire, eh ben, je vais pouvoir rajouter ce qu'on appelle un organe moteur sur mon installation. Et cet organe moteur, à quoi il sert? Il sert à apporter de l'énergie au fluide. Et donc, je vais en tenir compte aussi dans l'équation de Bernoulli généralisée. Donc, si je rajoute une pompe sur mon installation, eh ben, je vais venir rajouter aussi un terme ici qui est noté grand HP. C'est ce qu'on appelle la hauteur manométrique. Alors, ça peut être une pompe, mais ça peut être un ventilateur aussi qui apporte de l'énergie au fluide. Donc, ou ventilateur, c'est la même chose. Ça apporte de l'énergie au fluide. Donc, on va rajouter une hauteur manométrique de la pompe ou du ventilateur dans l'équation de Bernoulli, exprimée toujours en mètres de colonne de fluide. Ici. Donc, comme c'est un apport d'énergie au fluide, eh bien, je le place à gauche du signe égal. Donc, à gauche. À gauche. Tout ce qui est perte d'énergie, c'est à droite du signe égal. Ok? Donc, j'écris toujours l'équation de Bernoulli dans le sens de l'écoulement, de 1 vers 2. Tout ce qui est apport d'énergie du fluide, ici la hauteur manométrique de la pompe, qui sera une caractéristique technique, technologique de la pompe, caractéristique constructeur. Et ben, comme c'est un apport d'énergie, je le mets du côté amont de l'écoulement, donc du côté 1, à gauche de l'égalité. Et tout ce qui est perte d'énergie, ici, qui est lié essentiellement au frottement, à la viscosité du fluide, je le mets à droite de l'énergie. Donc la hauteur manométrique correspond à l'énergie que la pompe ou le ventilateur va apporter au fluide pour le mettre en mouvement ou changer les caractéristiques de l'écoulement. Et c'est exprimé en mètres de colonne de fluide aussi. Et la puissance mécanique apportée au fluide
par cette hauteur manométrique se calcule de cette façon-là. La masse volumique fois l'accélération de la pesanteur G fois le débit volumique fois cette hauteur manométrique. Et donc ça, c'est en watts. Alors maintenant, je peux aussi installer sur mon installation une turbine. Et la turbine, en fait, elle va prélever de l'énergie au fluide. Donc la turbine, elle prélève de l'énergie au fluide. Donc c'est une perte d'énergie encore. Donc elle utilise en fait l'énergie initiale du fluide et elle va venir lui enlever. Donc on écrit toujours l'équation de Bernoulli généralisée. Ici, elle est toujours en mètres de colonne de fluide. Exprimée dans cette unité-là, toujours dans le sens de l'écoulement, de 1 vers 2, donc sens de l'écoulement. Donc ici, mon fluide, au départ, il a une certaine énergie, c'est sa charge, H1, c'est la charge du fluide, c'est son énergie au point 1. Et on va avoir ici, du coup, la charge du fluide au point 2, somme de ces trois termes, grand H2. Ici, c'est la hauteur manométrique de la turbine. Et ici, les pertes de charge. Donc, dans ces deux cas, ici, on a une perte d'énergie pour le fluide. Donc, on les met à droite de l'égalité. Donc, c'est des conventions, ça, de les mettre soit à gauche, soit à droite. Donc, tout ce qui est à gauche, c'est tout ce qui est apport d'énergie. Tout ce qui est à droite, c'est tout ce qui est prélèvement d'énergie au fluide. Ça nous permet, en adoptant en fait cette convention, d'avoir que des termes positifs à étudier. Et donc la puissance mécanique de la turbine, ce qu'on va pouvoir récupérer grâce à l'énergie du fluide, se calcule comme pour la pompe, ρ G Q V H T, et s'exprime pareil ici en watts. Donc voilà pour cette première partie de cours sur la dynamique des fluides. Parfait. Et puis on a commencé à introduire du coup des organes moteurs, ventilateurs, pompes et turbines, qui apportent de l'énergie pour le cas des pompes et des ventilateurs, ou qui peuvent en prélever de l'énergie au fluide, c'est le cas des turbines. Et puis la perte d'énergie qui est liée entre autres à la viscosité des fluides qu'on appelle les pertes de charge. Donc pour l'instant, on les a juste introduits. Et dans la partie d'après, qui commencera après le prochain DS, on s'intéressera justement à ces pertes de charge. Là, on les a juste évoquées. Dans la partie suivante, on apprendra du coup à les calculer, comment on fait pour calculer des pertes de charge et les prendre en compte dans une installation.